Devenir parent, c'est toujours l'irruption d'un nouveau monde. Un nouveau monde qui se construit dès la grossesse, qu'elle soit attendue ou accidentelle, naturelle ou médicalisée, qu'elle soit le fruit d'un grand amour ou d'un grand hasard. La grossesse transforme le corps, l'esprit, le couple quand il y en a un. La grossesse fabrique les parents, les deux parents quand il y en a deux, même le parent qui ne porte pas. La grossesse les fabrique à des rythmes parfois chaotiques et avec elles naissent des milliers de questions, de tensions, d'émotions. Je suis Brune Bottero et dans ce podcast de Mustela, je vais vous faire entrer dans la peau des parents, à la découverte des différentes étapes de la parentalité. Il n'y a jamais eu cette phrase de on le garde ou non, c'est compris quoi. Ça serait quand même vachement chouette que ça marche, ça marche du premier coup. Hein. Et du coup là je fais le test et là il est vraiment positif. Et tout d'abord, dans cette première saison, c'est 9 mois, pas comme les autres. Marion a 25 ans. Elle est plus ou moins célibataire et termine tout juste ses études. Clara a 30 ans. Elle s'est faite à l'idée qu'elle n'aurait probablement jamais d'enfant. Laure a 35 ans. Elle est prof de PS. Elle est en couple avec Élodie et elles élèvent ensemble les 2 filles d'Élodie, Alice et Louise, nées d'une précédente relation. Nous nous glisserons dans la peau de ces nouveaux parents-là. Marion, Clara et Laure. Mais aussi Maxime, Simon et Élodie, qui ne portent pas les enfants à venir, mais dont la parentalité se construit aussi à ce moment-là. Et dans ce premier épisode, des histoires d'amour, des timings hasardeux, des paillettes, des tests de grossesse, pour comprendre comment ça démarre, les bases de ce nouveau monde. Le moment de l'aventure où l'on vous dit 1, 2, 3, partez. Pour Marion, l'aventure commence avec Maxime. Alors Maxime c'est mon premier amour. On s'est rencontrés au lycée. On était amis. Ensuite on était amants. Et après on était amoureux. On a été ensemble pendant toute la période de nos études. Puis on s'est séparés. Et il est parti vivre en Amérique du Sud. Moi je suis partie vivre à Paris. Et on s'est retrouvés en fait quand il est rentré. Et je crois qu'on n'a jamais trop cessé de s'aimer en fait. Quand Laure et Élodie se rencontrent, Élodie a déjà 2 filles, Alice et Louise, d'une précédente union. Laure devient leur belle-mère, mais Élodie, son rêve, c'est 3 enfants, pas 2. Elle en parle à Laure. Quand Élodie me parle d'enfants, ça me panique pas, mais ça m'interpelle pas non plus. Non, vraiment, c'est étonnant. Je vais pas parler d'un déclic qu'il y a eu un jour, mais quand elle m'en parlait, elle, c'était pas encore très clair dans ma tête à moi, en fait. Je saurais pas vraiment expliquer comment tout d'un coup tout ça est arrivé. Dans nos façons d'être et de vouloir vivre des choses chouettes avec Hello, on s'était créé un petit calepin avec des petits bons. Et dans ces petits bons, du champagne, souvent du champagne, un peu à droite, à gauche, des massages, des cunnilingus aussi. Des petites choses, des petites attentions. Même si je pense que l'envie d'enfant n'était pas là, j'ai toujours eu vraiment à cœur de lui faire plaisir. Et donc, j'avais inséré un petit bon bébé. Voilà, faire un bébé avec toi. Voilà, donc c'est vrai que le bébé était peut-être la chose la plus sérieuse que j'ai pu écrire, tout en me demandant si ça allait arriver. Je pense que quand je l'ai fait, c'était plus pour la faire sourire qu'autre chose. Pour Clara, tout a commencé par une résignation. Il se trouve que quand j'ai eu 27 ans, j'ai eu des problèmes avec mes règles. J'avais plus mes règles. Et donc j'ai consulté ma gynécologue qui m'a fait faire des examens et on s'est rendu compte que j'avais des ovaires polykystiques. Donc que j'ovulais pas beaucoup et que j'aurais certainement des difficultés à avoir des enfants. Ça m'a fait un peu un choc parce que je me suis dit « Ah mince, j'aurai peut-être pas d'enfants ou alors ça sera difficile ». En tout cas, je me suis mis en tête que j'en aurais pas. Et bon, c'est pas grave, je change les plans de ma vie. Voilà, j'essayais de construire ma vie autrement et de me dire qu'il y avait plein d'autres trucs dans la vie. Qu'on pouvait aussi très bien être heureux en couple sans enfants et qu'on pouvait faire plein de choses et que ça pouvait aussi permettre d'avoir plus de temps dans la vie pour faire d'autres choses.
Quand Maxime est rentré de Colombie, au début, j'étais pas très à l'aise avec l'idée qu'on noue une nouvelle relation, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, je lui ai dit assez rapidement que je préférais qu'on soit pas amis. Ça me faisait un peu peur. On fait beaucoup la fête, on rigole, on voit nos potes. Et petit à petit, on se rapproche. Physiquement, je veux dire. On se voit de plus en plus. Puis on finit par recoucher ensemble. Ça fait un moment que je prends pas contraception et Maxime, il le sait. La possibilité d'être enceinte, je l'envisage parce que vraiment, autant au début, quand on recommence à coucher ensemble, on fait attention à mes cycles d'ovulation. Mais on fait donc de moins en moins attention et je sais que du coup, ce sont des choses qui arrivent en fait. Donc j'ai découvert mes ovaires polykystiques, donc je prenais déjà plus la pilule, c'est comme ça que j'ai découvert parce que j'avais plus mes règles. Même ce qui peut arriver quand on arrête la pilule, mais moi ça a duré un peu de temps. Et donc là j'ai consulté ma gynécologue et elle n'en revenait pas. Et il se trouve que j'ai rencontré Simon et que quelques temps plus tard, un jour, un matin, mes règles sont revenues. Et je lis énormément ces nouvelles règles, j'ai envie de dire, qui sont ni déclenchées par la pilule et que mon corps a fait naturellement. Je l'associe beaucoup à la rencontre de Simon et à l'épanouissement aussi de ma sexualité, quelque chose qui s'est délié à l'intérieur de moi et à l'intérieur de mon vagin avec cette rencontre. Alors peut-être que en fait c'est juste mon corps qui petit à petit reprenait ses marques et c'est pas. Mais moi je l'ai vécu en tout cas comme ça. Comme une espèce de libération avec Simon et qui ont permis ce sang. Simon, d'abord, c'était mon collègue pendant 1 an et demi. On est libraires tous les deux. Donc, on est travaillé dans la même librairie pendant 1 an et demi. On s'aimait bien. Et un soir, on a fait une soirée à la librairie qui a duré un peu tard. C'était la soirée Harry Potter pour le 8e tome. Donc, on a dû faire l'ouverture de la librairie à minuit. Et après, on a fermé et on a fait un peu une soirée avec des amis libraires. Et là, on s'est embrassés pour la première fois, l'alcool aidant un petit peu. Et en fait, quand on s'est embrassés, on a compris que on était foutus dans le sens où on était en train de tomber amoureux et qu'on était en couple tous les deux. Moi, j'étais mariée et lui était en couple et on a compris que on était en train de tomber amoureux. Et depuis, on est toujours amoureux. Simon quitte sa compagne et Clara divorce d'avec son mari. Ils tournent une nouvelle page ensemble et se mettent en couple. Mettre des hormones dans mon corps. Si je pouvais pas avoir d'enfant, je voyais pas l'utilité. Quand je faisais l'amour avec Simon, on savait très bien qu'on n'était pas protégés et je le souhaitais pas. Le fait de vivre avec les filles d'Elo assez rapidement, finalement, m'a plu. C'est-à-dire que j'ai pris à fond ce rôle de belle-mère. Pendant pas mal d'années, j'ai continué à ne pas imaginer qu'un jour, je porterais un enfant. En toute sincérité. Élodie, à 40 ans, a déjà vécu 2 grossesses. Elle considère maintenant que c'est derrière elle. Mais son rêve de maman reste d'avoir 3 enfants. Ce 3e enfant, Laure pourrait le porter. L'idée fait son chemin dans l'esprit de Laure. Un matin, elle annonce à Élodie « Ça y est, je suis prête. On va le valider, ce petit bon pour un bébé. » La PMA, ça peut regrouper en fait plusieurs choses, parce qu'on a le don d'ovocytes, on a l'insémination artificielle et la FIV. Donc nous, on s'oriente à ce moment-là vers une insémination artificielle simple, puisque moi j'ai moins de 35 ans. Pour faire un enfant en tant que couple homosexuel aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choix. C'est-à-dire que de toute façon, ça ne peut pas être fait en France. Donc choisir un pays le moins loin possible. En l'occurrence, pour nous, c'était la Belgique. Donc, il y avait aussi l'Espagne. On a des copines qui ont pu choisir l'Espagne. Donc, la Belgique. Ensuite, choisir une clinique. Et en fait, dans les choix que nous avons à ce moment-là pour choisir la clinique, il y avait différents procédés. C'est-à-dire, par exemple, il y avait le choix avec des cliniques ou des donneurs semi-anonymes, des donneurs anonymes. Donc, ça, c'était le premier choix à faire. Deuxième choix, des cliniques qui proposaient des lots de 5 doses de paillettes, donc de 5 doses de sperme d'un même donneur, ou des cliniques qui proposaient, on appelle ça le one-shot, mais qui proposaient une dose de paillettes par une dose de paillettes. Laure et Élodie optent pour une dose unique. Et en fait, c'est ce qui nous plaît à ce moment-là, c'est de se dire, nous, on a envie d'y croire, et on n'a pas
plus envie de se dire, si jamais ça marche du premier coup, qu'est-ce qu'on ferait des 4 autres ? Parce que mon idée, c'est d'avoir un enfant, mais pas 2 ni 3, et de me dire que ça pourrait peut-être marcher du premier coup. Lors d'une PMA, on peut choisir entre donneur anonyme et donneur semi-anonyme. Choisir un donneur semi-anonyme, c'est donner la possibilité à son futur enfant d'avoir les coordonnées de son donneur le jour de ses 16 ans. Voilà, c'est un donneur qui permet à un couple de nanas d'avoir un enfant. On a fait le choix de ne pas connaître ce donneur. Et évidemment, le choix de la clinique se fait aussi sur des critères purement pratiques. Pourquoi Gand ? Parce que c'était le plus proche de chez nous et surtout, a priori, là où il y aurait le moins de monde, ce qui nous permettrait de faire l'aller-retour dans la journée, puisqu'il fallait qu'on puisse potentiellement déposer les filles à l'école et venir les chercher en fin de journée, tout en allant faire la PMA en Belgique. Pendant ce temps-là, Marion se rend compte qu'elle n'a plus ses règles et le mentionne à Maxime sans s'inquiéter. Donc après 5 jours de retard de règles, je vais à la pharmacie, j'achète un test toute seule. Clara, elle, pense toujours qu'elle ne peut pas tomber enceinte. J'ai mis quelques temps parce que comme ça m'était déjà arrivé d'avoir du retard dans mes règles, même si ça m'arrivait plus trop, j'ai mis un peu de temps parce que je me souviens qu'avec Simon, on avait fait l'amour et que j'ai perdu un peu de sang. Et je me suis dit, elles vont arriver. Quelques jours sont passés, ça faisait quand même peut-être 4-5 jours de retard. Et comme ça m'arrivait plus, je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté un test de grossesse. Et donc, on a pris rendez-vous dans cette clinique et là, on nous a expliqué qu'il y aurait 2 rendez-vous. Donc, un premier rendez-vous, 2, au minimum 2 venues. C'est-à-dire que la première venue où il fallait venir avec des examens médicaux. Donc, c'était un rendez-vous gynéco. Et un deuxième rendez-vous dans la même journée, psy. Voilà, donc on s'est lancé et assez rapidement, on y allait. Voilà, en faisant notre aller-retour dans la journée comme imaginé. Et en fait, ça s'est très très bien passé et tout bien fait. Lors du rendez-vous gynéco, l'idée c'est de traiter un peu le dossier médical donc le mien, parce que c'est moi qui allais porter. Et l'autre chose, c'était aussi de voir Hello, d'essayer de trouver aussi l'idée du donneur qui pourrait morphologiquement lui ressembler. Peut-être brun, grand, comme elle est, quoi. Et là, on est sorti de ce rendez-vous gynéco avec la phrase « votre prochaine ovulation, vous revenez ». Clara, de son côté, achète un test de grossesse. Je retourne à la librairie, je le cache un peu, je rentre dans les toilettes, je fais pipi sur mon test. Et là, c'était sûr, il y a marqué enceinte. J'attends le lendemain pour faire le test. Et à ce moment-là, je suis avec Maxime dans mon studio, dans le 18e. On vit pas vraiment ensemble, mais bon, il est souvent là quand même. Et ce matin-là, je m'enferme dans la salle de bain. Il est dans la cuisine et il se doute pas du tout que je suis en train de faire un test de grossesse. Et en fait, il apparaît 2 barres, mais la première est nette. Mais il y en a une deuxième à côté qui est floue, quoi. C'est pas une vraie barre sûre et certain. Ça y est, tu es enceinte. Du coup, ça me perturbe, puisque sur la boîte, il n'y a pas la possibilité d'avoir une barre à moitié présente. Et du coup, je range le test et je décide de rien dire à Maxime, puisque je sais pas trop comment lui dire. Et en fait, j'ai peur de lui dire que je suis enceinte et de pas l'être. Et j'ai peur aussi de lui dire je ne suis pas enceinte et de l'être. Du coup, je décide de rien dire et d'attendre de faire un autre test. Et puis, pour moi, c'est un choc énorme de juste, pour la première fois, envisager sérieusement la possibilité d'être enceinte. C'était sans appel, c'est sûr. C'était pas des petits points, des petits traits. Et c'était vraiment marqué enceinte. Je sors des toilettes et Simon est devant moi et je dis je suis enceinte, un peu vraiment stupéfaite et un peu heureuse quand même. Et Simon me dit il faut qu'on prenne rendez-vous chez le médecin, ce qui veut dire il faut que t'avortes, quoi. Et j'avais même pas eu le temps d'y réfléchir que Simon me dit ça. Donc, précipitée dans tout ça, je réponds oui, d'accord, ok. J'ai pris très vite rendez-vous pour une échographie de datation de grossesse. Et ensuite, j'ai appelé le planning familial pour avoir un premier rendez-vous
avec une médecin. Marion, elle, ne dit rien. Ce test tombe le jour de l'anniversaire de sa sœur. Donc l'après-midi, elle part la rejoindre et demande à sa meilleure amie de venir aussi. Et donc là, j'arrive chez ma sœur et je leur montre le test. Et elles sont super choquées. Et là, elles sont catégoriques sur le fait que ce n'est pas du tout le moment et que c'est complètement invraisemblable de faire un enfant dans ces conditions, surtout sachant que voilà, on n'est pas en couple, quoi. Là, la possibilité d'avorter est clairement formulée par ma sœur. Très vite, quand je lui montre le test, elle me dit ne t'inquiète pas, Marion, il n'y a pas de souci. Moi, je te prends rendez-vous. Je t'accompagne si tu veux, si Maxime ne se sent pas de venir avec toi pour avorter. Et du coup, moi, j'ai dû commencer à dire à ce moment-là, wow, je suis pas sûre en fait de vouloir avorter. Je sais pas. C'est un peu le flou, quoi. Clara se rend seule à une échographie de datation, étape obligatoire avant de procéder à un avortement à l'hôpital. J'ai d'abord fait l'échographie, parce que je devais l'emmener à l'hôpital, donc j'ai d'abord fait l'échographie. Et la sage-femme a dit, je vois bien la poche, je vois bien le petit filament qui relie. Voilà. Donc, je dis d'accord, très bien. Et j'étais un peu fascinée. Plus le fait de dire que j'ai eu un choc ou quoi, j'étais fascinée de voir que c'était mon corps, que je voyais sur un écran, avec une poche à l'intérieur, surtout que j'étais enceinte de 3 semaines à peu près, et je sentais rien. Enfin, rien se passait dans mon corps, en tout cas, à ce moment-là. Enfin, j'avais pas vraiment la sensation, donc ça me paraît assez fou. Mon besoin, c'est d'en parler avec lui. Parce que je sais que, finalement, dans mon entourage, ce serait peut-être le seul à m'encourager à ce qu'on le garde. Donc cette soirée, il était prévu une grosse fête chez ma sœur. Enfin, dans tous les cas, il y allait y avoir 40 personnes qui allaient arriver très vite chez ma sœur. Donc on s'est dit, on attend de faire un test demain. Et puis on n'en parle plus et on verra demain, quoi. Quelques jours après son échographie de datation, Clara va à l'hôpital accompagnée par sa mère. Elle a un premier rendez-vous avec la médecin qui doit pratiquer son avortement. Et là, je rencontre une médecin, elle m'explique tout ce qui va se passer. Et en fait, je me mets à pleurer. Et elle m'ausculte et elle me dit que ça va bien se passer. Et j'ai envie de pleurer, je me retire au maximum. Mais j'aime pas pleurer devant les gens. Donc vraiment, là, j'ai du mal à me retenir. Donc c'est que vraiment, c'est difficile. Et j'ai le deuxième rendez-vous, on me donne le deuxième rendez-vous. On m'a tout expliqué. Et je sors d'hôpital. Ma mère m'attend, parce que ma mère m'attendait devant l'hôpital. Et on va au café toutes les deux, et au café, je me mets à pleurer, en fait. Et je me mets à pleurer en comprenant que j'ai pas du tout envie d'avorter. Moi, je savais que j'allais le vivre mal, cet avortement, en fait. C'est-à-dire je pense qu'on peut très bien vivre un avortement ou être très mal. Je veux dire, toutes les situations sont possibles. Mais je savais que moi, là, je pouvais pas. Je pouvais pas. Enfin, vraiment, je pouvais pas avorter. C'était impensable. C'était impensable parce que ça me semblait trop inespéré comme grossesse. Donc, j'avais vraiment un côté, peut-être que j'en aurais plus jamais. Alors, peut-être que ça veut dire que mon corps fonctionne et qu'il y en aura d'autres, mais j'avais pas envie de prendre ce risque. Une fois qu'on est revenu de Gand, l'excitation de folie, c'est-à-dire que là, on s'attendait peut-être tellement pas à ce que ça puisse arriver si vite. On était un peu comme survoltés. Alors, je pense beaucoup plus moi, mais c'est finalement Hello qui a quand même acheté tous les tests. Je crois que j'en ai fait tous les jours. À partir du moment où ils sont arrivés, je suis quelqu'un qui est pas très patiente. Donc, j'ai gâché un bon nombre de tests, pesté sur un bon nombre de tests. Ah, mais ça marche pas, parce que c'était juste pas du tout la bonne période. Donc, il y a eu pas mal de ratés. Et puis un jour, ça a changé de couleur. Et là, c'était assez flagrant pour le coup. Je sors des toilettes, je vois Hello et je dis go. Bon, mais donc on a appelé directement et là, on avait 24 heures pour y aller. Et on est bien, on est sereine, confiante. Et donc on part dans la petite clinique. La gynéco propose à Hello de faire l'injection de paillettes. Alors Hello qui la regarde un petit peu bizarrement en disant non, ça va aller.
Donc voilà, l'insémination, c'est absolument pas douloureux, hein, ça se passe très bien. Et là, la gynéco me dit, bon, bah, vous avez une chambre qui est là, vous pouvez vous poser un petit peu. L'idée, c'est de rester un quart d'heure tranquille, allongé. Et puis après, vous pouvez partir, vous pouvez rentrer chez vous. Au revoir. On se retrouve avec Hello sur ce petit lit d'hôpital, se serrer très fort, hein, en y croyant quand même, en se disant bon, et ça serait quand même vachement chouette que ça marche, ça marche du premier coup, hein. Et là, donc, il faut reprendre la voiture pour repartir. Et j'avais un film en tête avec Sharon Stone qui se retrouve pareil après une PMA dans sa voiture et qui met les jambes en l'air histoire d'être sûr que ça redescende pas. Donc je me dis bon bah ça mange pas de pain, hein, je vais faire pareil. Donc l'homme me regarde, me dit mais qu'est-ce que tu fais là avec tes jambes en l'air? Je dis bah je sais pas, on est sûr que ça redescendra pas. Donc je fais le trajet Gand-Paris avec les jambes en l'air dans la voiture. On parle pas beaucoup, je pense qu'on est un peu on attend, c'est pas trop, on s'affole pas, mais on reste très très discrète, mais très sereine, toujours aussi amoureuse. Voilà. Je rentre de cette insémination, et là je pense que j'ai dû flinguer pareil un nombre incalculable de tests de grossesse à le faire un peu prématurément. Je suis survoltée. J'attends juste de savoir si ça a marché, donc je me noie un peu dans le boulot. J'essaye de pas y penser, mais c'est très dur. J'adore le vin rouge. J'adore fumer. Du coup, je bois du vin rouge et je fume. Et je danse. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai pris beaucoup de poitrine en très peu de temps. D'un coup, je me sens hyper enceinte. Comme si mon corps me le disait mieux que ce test qui parlait pas beaucoup. À ce moment-là, j'ai un verre de vin à la main et je me dis c'est bizarre quand même de boire du vin alors que c'est pas compatible, cette paire de sang et ce verre de vin. Et je dors bien, mais par contre, je suis réveillée hyper tôt le lendemain matin. Et du coup, là, je fais le test et là, il est vraiment positif. Il y a 2 vraies barres. Au fond, je suis hyper contente. Après, en surface, j'angoisse, je suis terrorisée. Du coup, là, j'ai qu'une envie, c'est partir de dire à Maxime. Donc, je l'appelle, il est 11h, 11h30. Et du coup, je lui demande où est-ce qu'il est, si on peut se rejoindre et tout. Et il me dit, bah, viens. Et il me dit, mais au fait, t'as tes règles ? Et là, je lui ai dit, bah, non. Il me dit, mais c'est pas bizarre ? Et je lui dis, bah, si. Et là, il dit rien. Et je lui dis, mais en fait, je crois que je suis pas prête de les avoir. Et du coup, je lui dis, bon, enfin, faut qu'on en parle, j'arrive. Je crois qu'il a rien dit, il a dit d'accord. Et je me suis habillée et je suis partie le rejoindre. Et là, je retrouve Maxime tétanisé sur le canapé. Il dormait, il avait les pieds flex. Il était tout allongé, tout raide, les yeux fermés. Et du coup, je me suis approchée. Et je lui ai dit, je suis là, je suis arrivée. Et il n'a pas bougé, il a juste levé son bras et il m'a amenée contre lui et on s'est fait un câlin sur le canapé comme ça. Et au bout d'un moment, je lui dis, faut qu'on parle. C'est bien ce câlin, mais je suis enceinte, quoi. Et il me dit, je peux pas, ou un truc genre, bon. Du coup, je vois bien qu'il est incapable de parler. Donc, je lui dis, écoute, moi, je rentre à la maison, je me pose un peu, et puis toi, tu me rejoins quand t'es prêt à discuter. Quand il sonne, j'ouvre la porte, et il avait une bouteille de champagne. Donc, dans ma tête, je me dis, bon, il a l'air content. Et il m'a dit, écoute, on va déjà célébrer le fait qu'on soit pas stérile, ni toi ni moi, ce qui est une bonne nouvelle. On s'est refait un gros câlin et on
on parle de est-ce qu'on est capable d'avoir un enfant. Très vite, on parle en fait du prénom qu'on a envie de donner à cet enfant. À chaque fois en fait qu'on se projette dans la possibilité d'en avoir d'avoir un enfant, on s'auto-censure en disant non, mais il faut réaliser un peu ce que ça veut dire et se demander si on est prêt, quoi. Mais on n'arrive pas trop à faire ça. Et en fait, quand il commence à me parler des prénoms qu'il aime, je me dis, oh mon Dieu, mais en fait, peut-être qu'on va pas pouvoir avoir un enfant ensemble parce qu'on n'aime pas du tout les mêmes prénoms. Clara, elle, est confrontée aux inquiétudes de Simon. De par sa propre histoire, Simon associe l'enfance et l'adolescence à des moments pénibles. Il est incapable de se projeter dans une potentielle paternité, trop effrayé de reproduire des schémas difficiles qui l'ont fragilisé au début de sa vie d'adulte. Je pense que Simon, lui, pense que je vais avorter, là, pour l'instant. Le soir même ou le lendemain, je lui dis, écoute, il faut qu'on en discute et que ça semble plus compliqué que ça pour moi de vouloir avorter. On est allé dans un café et on a discuté longtemps. On a pleuré. Et surtout, je lui dis que moi, je voulais pas avorter. Et en fait, j'ai surtout compris qu'il avait peur. Et il pleurait. Et je lui dis, mais tu sais que tu vas être super. Enfin, tu vas être un super papa. Que genre, t'es quelqu'un de super. T'es genre génial. Donc, il n'y a aucune raison que tu sois pas un super papa. Et que tout ce qu'on va faire tous les deux, ça va être top, quoi. Et il m'a dit, mais c'est ça que j'avais besoin d'entendre. J'avais plus besoin d'être rassurée. Parce que je peux comprendre, hein, ça fait peur d'avoir un enfant. Et en fait, on s'est pas dit on le garde. Il n'y a jamais eu cette phrase de on le garde ou non. On a eu cette discussion et puis on s'est compris, quoi. On s'est compris. Et à partir de ce moment-là, on savait tous les deux qu'on allait garder, enfin, qu'il n'y ait pas vraiment un enfant à ce moment-là, mais l'embryon, en tout cas, on voulait tenter l'aventure, quoi. On prend la décision de passer quelques jours séparés. Maxime, il y avait des choses à faire dans le sud chez ses parents. Du coup, on décide de ne pas se voir pendant quelques jours pour laisser mûrir un peu cette idée, chacun dans son coin. Et c'est quand il rentre à Paris qu'on n'en parle même pas, en fait. On se retrouve et on se dit on va avoir un bébé. Et on s'est vite mis au lit et... on a encore parlé des prénoms, mais cette fois avec la certitude qu'on allait avoir un bébé. Enfin, c'est trop bien d'être collé à lui et de réfléchir à un prénom pour notre enfant et de pas avoir dans la tête tous les freins et toutes les difficultés qu'on va rencontrer après. Juste se projeter à 3, quoi. Et je crois qu'à ce moment-là, la chose qui me rend le plus heureuse, c'est en fait de me projeter avec lui. Même pas à 3, mais à 2. Et un jour, premier test de grossesse, il y a une petite barre rose qui arrive quand même là. Mais rien de très sûr. Donc je dis rien. Je dis rien à Hello sur ce coup-là. Je me dis merde, j'ai encore flingué un test pour rien. Elle va m'engueuler. Et donc le lendemain, au réveil, deuxième test. Et là, clairement, les 2 traits étaient phosphorescents. Ça avait fonctionné, en fait. Ça avait fonctionné du premier coup. Donc, je sors de ce petit examen dans les toilettes. Et en fait, j'ai pas pu attendre de trouver comment j'allais pouvoir le dire, dans quelles conditions, un peu drôles ou un peu, je sais pas, j'ai pas cherché à essayer de faire dans la dentelle, j'ai juste dit à Hello que... je lui ai tendu le test, en fait. Et donc, c'est là qu'elle a compris que ça avait fonctionné du premier coup, et je pense qu'on s'y attendait vraiment pas. Donc, élan d'amour, et là, on réalise, quoi. On va avoir un bébé. On va avoir un bébé. Dans le prochain épisode de Dans la peau des parents, nous retrouverons Marion, Clara et Laure dans les tout premiers temps de leur grossesse respective. Ces premières semaines pendant lesquelles ça devient réel. Comment réalise-t-on qu'on attend un bébé ? Que se passe-t-il intimement, physiquement, lorsqu'un embryon s'installe, mais que personne ne peut encore le voir ? Je suis Brune Bottero et Dans la peau des parents est un podcast de Mustela, produit par Louis Créative et réalisé par Anna Bui.
Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de Dans la peau des parents sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires.